Moi, mon coup de cœur cette semaine, c'est Hunter x Hunter tome 34 qui sort enfin. Il faut savoir que depuis quelques années, Yoshiro Togashi est très feignant et il écrit entre 6 et 7 chapitres par an. Du coup, ça sort vraiment très rarement. Le dernier tome était sorti il y a un peu plus d'1 an et demi. Et ce tome 34 va venir conclure l'histoire de Kuroro et de Hisoka, qui s'étaient promis un affrontement dans le tome 13 qui était sorti en 2002. Ils vont enfin se battre tous les deux et décider qui est le plus fort. Voilà, donc c'est un tome assez stupide parce qu'il y a beaucoup d'action. Mais c'est de l'action à la Togashi, c'est-à-dire que le moindre coup de poing va être expliqué et va avoir des raisons sur 3 pages. En parallèle de ce combat, on suit toujours l'histoire de Kurapika qui s'est engagée auprès des différentes familles royales par rapport au voyage qu'elles vont tout entreprendre sur le continent noir. Je dois vous avouer que cette partie-là, elle est un peu moins intéressante parce qu'on ne sait pas trop vers où ça mène. L'arc est très confus pour l'instant. Mais juste pour le kiff de la baston entre Kuroro et Hisoka, ce tome vaut le coup, donc je vous le conseille. Alors il y a parfois des albums qui attirent, qui suscitent l'intérêt, pas nécessairement par leur histoire ou par le dessin, encore que, mais parfois par leur aspect, par leur approche. Ici avec cet album, c'est l'objet qui a suscité tout d'abord ma curiosité, puis après ma joie de le découvrir. Donc l'album c'est Emma Wilford, et avant de parler de l'histoire et de ses auteurs, observez, il y a d'abord un écrin avec une première de couverture aimantée, puis vous avez cette superbe présentation, et à l'intérieur, plein de petits bonus, de petits éléments. Vous avez une lettre à découvrir, vous avez une photo qui correspond à l'histoire également, et vous avez aussi un billet de bateau. On va suivre Emma, qui est une jeune femme de l'aristocratie anglaise, qui est fiancée à Roald. Et Roald, lui, est parti en tant qu'explorateur découvrir une grotte sacrée en Finlande. Sauf qu'on n'a pas de nouvelles de lui. Et quotidiennement, elle va s'enquérir, essayer de savoir ce qu'il en est. Est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Qu'en est-il? Mais c'est une femme. Et dans l'ambiance corsetée anglaise de l'époque, on ne lui accorde que peu de considération. Elle écrit avec beaucoup de finesse sur sa vie, sur ses émotions. Elle a envie de liberté, elle a envie de changer un petit peu son existence. Et malgré les rires et les colibés des autres membres du club d'explorateurs dont faisait partie son futur mari, elle va décider de monter une expédition. Non pas une expédition pour découvrir là où il était, mais une expédition de sauvetage. On va inverser le principe du chevalier qui va sauver la princesse, mais la princesse qui va essayer de voir ce qu'il en est du chevalier. Sans surprise, on a 2 très grands artistes qui ont réussi à mettre en image et en texte cette biographie fictive. Il s'agit de Zidrou au scénario. Alors on ne le présente plus, il a réalisé tout un tas d'histoires. Là, il est, on va dire, il est dans un registre poétique. Il n'y aura pas de grandes fulgurances comme on a pu le trouver dans d'autres de ses albums, mais au contraire, quelque chose de très doux, très lent, très agréable. Et puis Edith, que l'on n'avait plus vu depuis un petit moment, nous revient là avec des couleurs chatoyantes, une retranscription des émotions avec beaucoup de finesse et de petits détails qui vont faire la différence. Donc l'album en tant qu'objet va vous plaire et il va servir d'écrin à une très belle histoire. Mon coup de cœur cette semaine, c'est Descender tome 4, sorti chez Urban Comics. Alors c'est un tome 4, donc ça fait un bout de temps que la série paraît en France et encore plus longtemps aux États-Unis, puisqu'à l'origine c'est paru chez Image Comics. De quoi ça parle si vous ne connaissez toujours pas la série? C'est un space opéra de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. En fait, un jour, plusieurs planètes vont être rasées par des robots immenses qui rappellent un petit peu les dessins de Jack Kirby, qui vont éliminer des planètes entières. Et donc créer une sorte de génocide. Et à ce génocide-là, la fédération des différentes planètes et des différentes espèces de ce space opéra va répondre par un autre génocide, donc éliminer tous les robots qui existent dans l'espace et sur toutes les planètes de la fédération. Ce qui est un petit peu embêtant quand la plupart des métiers, on va dire difficiles, sont exercés par des robots et qu'ils ont toutes sortes de formes. Et notamment la forme qu'on va suivre le plus, c'est Team 21, donc le petit garçon qui est ici, qui
qui est du coup un robot, on va dire, à utilisation familiale, voilà, et qui a d'ailleurs un grand frère qui, lui, est humain, et qui va se retrouver être connecté à la destinée des fameux gros robots qui ont rasé des planètes entières, qui s'appellent les moissonneurs. Donc là, on est au tome 4, donc on revient un petit peu à cette intrigue après un tome 3 qui était en fait une compilation de flashbacks. C'est souvent le cas chez les séries Image Comics. Les tomes 3, puisqu'ils signent d'abord 2 tomes, sont une sorte de pause où on revient dans le passé de certains persos. Donc c'est presque le tome 3 était presque un spin-off, alors que là, on reprend l'intrigue principale. J'ai toujours trouvé ça toujours aussi émouvant, bien fait sur le côté space opéra. Il y a vraiment plein de concepts et d'espèces qui sont super intéressantes à suivre. Et les personnages sont hyper cool. Moi, j'ai un attachement tout particulier à Forer, ou Driller en anglais, qui est pas sur la couverture, mais qui est une espèce de gros robot de chantier orange, qui a une façon de parler qui est hyper enfantine, mais qui est hyper touchant, et qui a une scène, encore une fois, hyper touchante dans ce tome 4. Donc je trouve que c'est la meilleure série Image Comics en ce moment, à mon sens, devant Saga. Après, c'est un choix très personnel, puisque j'adore les personnages robotiques, donc forcément, ça ne me laisse pas indifférent. Après, au niveau des dessins, je sais que ça peut rebuter beaucoup de gens, mais ça, c'est un bon exemple. Dustin Nguyen, il travaille que en aquarelle sur une espèce de papier canson, dont il se sert pour créer des textures. Donc ça donne à ce space opéra un côté très blanc et très aérien. Donc je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais je pense que pour les gens qui justement sont à la recherche d'un space up qui a une apparence un petit peu différente, et ben ça peut faire l'affaire. Et à l'approche de Noël, voilà, 4 tomes, c'est pas non plus super dur à rattraper, ça peut faire un très beau cadeau pour les fans de robots. Voilà, Descender, sorti chez Urban Comics. Alors mon coup de cœur de cette semaine, c'est Il s'appelait Petit Roux. Alors si vous voyez la couverture, vous pouvez peut-être penser qu'il s'agit de Spirou. Il ne s'agit pas de Spirou, il s'agit de Petit Roux. En fait, on est sur une histoire qui se passe, qui nous raconte un petit peu les origines du personnage de Spirou, puisqu'on est sur la traversée du transatlantique en 1929. Ça démarre un petit peu comme une ambiance à la Titanic, si vous voulez. La bonne nouvelle, c'est que eux, normalement, ils vont finir le voyage. Et on va découvrir un certain Rob Vell, qui va être, en fait, je vous spoil un petit peu, l'auteur plus tard des premières aventures de Spirou, les toutes premières, c'est le créateur. Et il va faire la rencontre lors de cette traversée d'un petit groom qui se fait surnommer Petit Roux, puisque du coup, comme vous le voyez, c'est sa couleur de cheveux qui lui a donné ce petit surnom. Au dessin, on retrouve Véron. Alors Véron, ça vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est celui qui a succédé à Robba, pour les dessins de Boule et Bill. Voilà. Donc cette fois-ci, il fait un truc complètement différent. Il est imprégné de cette ambiance un petit peu vieux dessin, école franco-belge classique, mais avec une modernité dans l'écriture qu'on doit à Yves Sante. Et du coup, on va découvrir comme ça en fait toutes les petites sources d'inspiration de ce personnage et comment il va lui trouver ce nom de Spirou, comment on va découvrir l'espièglerie du personnage d'origine. Voilà, donc c'est un récit assez bluffant qui vous l'imaginez, est forcément... il y a forcément une partie de récit, une partie romanesque derrière, c'est pas 100% véridique, mais on est néanmoins dans une aventure surprenante qui nous emmène comme ça sur les traces des origines de la création du personnage de Spirou. Donc je vous invite vraiment à le découvrir, ne serait-ce que pour le dessin. Ne vous laissez pas avoir par le côté un petit peu désuet, c'est fait exprès pour coller à l'époque. La narration est incroyablement moderne et on se laisse embarquer du début à la fin dans cette aventure. Voilà, une bonne manière de rendre hommage au personnage de Spirou. Ça se lit indépendamment, il n'y aura pas de suite. C'est un récit complet et je vous invite vivement à le découvrir. C'est aux éditions Dupuis. Mon coup de cœur cette semaine, c'est Dans la combi de Thomas Pesquet par Marion Montaigne. Si vous lisez 9e art, ce ne sera pas une surprise pour vous parce que j'arrête pas de vous en parler. C'est un album que j'attendais de ouf. Ça raconte l'histoire de Thomas Pesquet depuis qu'il veut devenir astronaute jusqu'à son départ dans l'ISS et jusqu'à même son retour. Donc Marion Montaigne, si vous la connaissez pas déjà, pourquoi? Parce qu'elle est géniale, il faut absolument connaître cette auteure. Elle est très douée pour la vulgarisation scientifique, notamment sur son blog Tu mourras moins bête. Elle explique plein de trucs de façon très simple et très drôle. Et elle en a fait donc des bandes dessinées qui s'appellent Tu mourras moins bête. Et ça, c'est un peu un hors-série de Tu mourras moins bête version espace, dit assez simplement. Donc ça nous apprend vraiment plein de trucs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit du point de vue de Thomas Pesquet. Alors pour l'avoir rencontré, Marion Montaigne, pour avoir discuté avec elle de son album, c'est pas vraiment... Enfin, tout n'est pas réel, évidemment. Il y a beaucoup de choses qui sont romancées pour que ce soit plus drôle, mais on apprend quand même énormément de choses et c'est toujours expliqué de façon très très simple. Donc on découvre vraiment beaucoup. C'est drôle, c'est instructif et je vous le conseille à fond à fond.
Le mois de juin 2016 a été marqué aux États-Unis par un attentat meurtrier qui visait spécifiquement la communauté LGBT. À Orlando, dans la boîte gay Pulse, un homme est entré, a ouvert le feu et a tué 49 personnes. Suite à cet attentat, des artistes et scénaristes se sont réunis pour écrire un ouvrage collaboratif qui s'appelle Love is Love, qui a été édité par ADW et DC Comics et qui nous arrive aujourd'hui en France par Bliss Comics. J'essaie de vous expliquer pourquoi cet ouvrage est non seulement bien, mais surtout pourquoi il est important. Je ne vous cache pas que Love is Love est un ouvrage assez difficile à critiquer en tant que tel, puisqu'il tire beaucoup de force de par sa symbolique. Et c'est un ouvrage qui est extrêmement difficile à lire à de nombreux égards. Si les histoires ne se passent que sur une ou deux pages, il y a des messages extrêmement forts, des symboliques qui sont abordées. Que ce soit forcément dans le deuil qui est marqué, la crainte lorsque ce genre d'attentat est perpétré, mais aussi l'envie d'aller de l'avant, de ne pas céder à la peur ou à la panique, de ne pas céder non plus à la haine par la haine et de répondre justement à la violence par un message d'ouverture et d'amour. Alors ça peut paraître niais, à certains égards ça ne l'est pas en vérité. Les artistes et auteurs qui se sont réunis là proposent un travail qui est extrêmement fort et extrêmement riche aussi dans sa diversité. L'avantage éditorial que DC Comics a permis, c'est d'utiliser certains de ces personnages pour des histoires. Et je pense qu'il n'y a rien de plus fort, à titre personnel, qu'une histoire où Batman n'arrive même pas à comprendre et à élucider les raisons qui ont poussé cet homme à commettre cet attentat. La symbolique est vraiment très forte. En plus, cette édition française, comme l'édition américaine, a une participation caritative puisque tous les sous seront reversés à l'association SOS Homophobie. Donc, vous l'avez ici par le stickers, donc il n'y aura pas de profit tiré. Et l'intelligence qu'a eu Bliss Comics dans le travail de cette édition française, c'est pas de porter un simple copier-coller de l'édition américaine, mais d'adjoindre les travaux d'artistes et d'auteurs français, puisque forcément l'homophobie, hélas, n'a pas de frontières. Donc on retrouve des travaux de Paul Renaud, par exemple, de Kachou, de The Lesbian League, de David Alphen, créateur de Fusion Man, et par exemple de Marguerite Sauvage et de Vincent de Dienne. Donc je vous conseille cet ouvrage. Par contre, faites gaffe à votre sensibilité parce que vous en ressortirez certainement par un. Mais si jamais vous avez des personnes de votre entourage que vous avez surpris à avoir des propos flirtant avec l'homophobie, je vous invite à leur faire lire cet ouvrage. Je pense qu'ils auront un autre regard sur la question après.